Donc bonjour tout le monde, on vous a préparé une petite vidéo explicative sur l'électrophorèse monodimensionnelle pour que vous soyez au point si jamais ça tombe le jour de l'examen. Donc on va commencer par des petits rappels. D'abord, la composition d'une protéine. Donc une protéine peut être composée d'un ou de plusieurs monomères, que l'on appelle aussi les sous-unités. Donc ça c'est du vocabulaire, c'est important de le connaître, puisque si dans l'énoncé on vous parle de sous-unités, il ne faut pas être perturbé. Sous-unité, c'est synonyme de monomère. Donc, je disais qu'une protéine peut être composée d'un ou de plusieurs monomères. Si cette protéine est composée de plusieurs monomères, on parle de structure quaternaire. OK. Ensuite, à l'intérieur de ces monomères, on va retrouver une ou plusieurs chaînes polypeptidiques, c'est-à-dire donc des enchaînements d'acides aminés. OK. Donc là, on a notre monomère. À l'intérieur, on retrouve une chaîne. S'il y en a plusieurs, elles vont être reliées par ce que l'on appelle des ponts disulfures, donc qui se réalisent entre deux cystéines, donc entre les atomes de soufre de deux cystéines. Ce sont des liaisons fortes, donc des liaisons covalentes. À côté, donc on a un deuxième monomère, et ce qu'il faut savoir, c'est que les monomères, eux, sont reliés par des liaisons faibles, des liaisons électrostatiques, contrairement donc aux chaînes où on a dit que c'était des liaisons fortes. Donc maintenant, à quoi sert le SDS? Donc le SDS, c'est un détergent anionique qui donne une charge négative au peptide et permet sa migration en fonction de son poids moléculaire. En effet, si on n'applique pas le SDS, on va avoir une migration de la protéine en fonction du pH isoélectrique. En appliquant du SDS, on va donner une charge négative à toutes les protéines. Et donc, du coup, cette fois-ci, les protéines vont pouvoir migrer selon le poids moléculaire. Ensuite, le SDS sert à séparer les monomères. Pourquoi? Parce que je vous ai dit sur la slide d'avant que les monomères étaient reliés entre eux par des liaisons faibles et des liaisons que l'on appelle électrostatiques. Donc, en gros, des charges plus et des charges moins qui s'attirent et qui lient les monomères entre eux. Si on attribue une charge négative à tous les monomères, eh bien, on va plus avoir ces liaisons électrostatiques et on va avoir une séparation des deux monomères qui vont pouvoir migrer indépendamment l'un de l'autre. OK. Donc ça, c'est en condition dénaturante. Par contre, le SDS, voilà, il sépare les monomères, mais il ne touche pas aux chaînes polypeptidiques. Pourquoi? Puisqu'on a dit que c'était des liaisons fortes, et les liaisons fortes, donc du coup, ce n'est pas comme les liaisons électrostatiques. Donc les chaînes ne sont pas touchées, mais les monomères, oui. Maintenant, le bêta-mercaptoéthanol. Donc ça, c'est un agent que l'on appelle réducteur et qui va casser les ponts disulfure au sein d'un monomère. Donc cette fois-ci, le bêta-mercaptoéthanol va toucher les liaisons fortes, les liaisons covalentes, et plus spécifiquement celles entre les atomes de soufre des cystéines, qu'on appelle ponts disulfure. Donc le bêta-mercaptoéthanol va servir à séparer les chaînes. OK, et ça c'est ce qu'on appelle des conditions réductrices. Maintenant, donc, si on s'intéresse plus spécifiquement à une électrophorèse. Ici, alors, si on est en condition dénaturante et qu'on voit un trait, qu'est-ce que ça veut dire un trait? Un trait, ça veut dire qu'on a un ou plusieurs éléments de ce poids moléculaire. Si on est en condition dénaturante, on parle de monomère. Puisqu'on l'a dit, les conditions dénaturantes séparent les monomères. Maintenant, si on est en condition dénaturante et réductrice, ça veut dire qu'on a séparé à la fois les monomères dénaturantes et réductrices, les chaînes polypeptidiques. Du coup, cette fois-ci, en condition dénaturante et réductrice, si on obtient un trait, ça veut dire qu'on a une ou plusieurs chaînes polypeptidiques de ce poids moléculaire. Le ou, il est important. C'est pas parce qu'on a un trait qu'on a un élément. Un trait, c'est un ou plusieurs. Si on a deux éléments du même poids moléculaire, ils vont migrer au même endroit et sur des schémas de ce type-là, ça donnera un trait de la même épaisseur. Donc un ou plusieurs, attention. OK, donc maintenant le cas où on a plusieurs traits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a plusieurs traits, la protéine contient au minimum un monomère ou une chaîne, en fonction de si on est en condition dénaturante ou dénaturante et réductrice, comme je l'ai dit juste avant. Donc on a un monomère ou une chaîne de chaque poids moléculaire. Donc ici, on a trois traits. On en conclut quoi? Qu'on a au minimum trois monomères ou trois chaînes de poids moléculaires différents. Puisque je le redis, un trait, c'est un ou plusieurs. Donc on peut seulement voir le nombre minimum de monomères ici.
Ok. Ok, donc maintenant on va passer à la résolution d'un QCM tiré d'une annale pour pouvoir appliquer tout ce qu'on vient d'apprendre. Donc ici on a deux protéines, PE et PF, qui lors de leur analyse en électrophorèse en conditions dénaturantes puis dénaturantes et réductrices donnent les profils ci-dessous. Donc si on veut d'abord analyser, avant même de commencer à résoudre les items, on veut analyser les protéines PE et PF. Donc là encore, la règle, c'est le poids moléculaire des monomères. Il doit correspondre au poids moléculaire, enfin, le poids moléculaire total des monomères doit correspondre au poids moléculaire total des chaînes. Ça doit être compatible l'un avec l'autre, sinon, c'est pas possible. Donc ici, si on analyse la protéine PE, on voit que cette protéine, elle possède au minimum 3 monomères, un de 100, un de 80 et un de 40, et que cette protéine ne possède que des chaînes de 20 kilodaltons au sein des monomères. Donc ici, on peut en déduire qu'au niveau du monomère de 100 kilodaltons, il va contenir 5 chaînes de 20 kilodaltons pour arriver à 100. Au niveau du monomère de 80, on aura 4 chaînes de 20 et au niveau du monomère de 40, on aura 2 chaînes de 20. Donc chaque chaîne sera reliée par un pont disulfure, un au minimum, un pont disulfure intercaténaire. Donc, si on analyse maintenant la protéine PF, donc là, on peut en déduire que cette protéine PF ne peut pas être monomérique, tout simplement parce que si on additionne la somme des chaînes, on a un poids moléculaire de 60 kilodaltons. Or, si on prend qu'un seul monomère, on a 40 kilodaltons. Comme je vous ai dit, le poids moléculaire total des monomères doit correspondre au poids moléculaire total des chaînes. Donc ici, au minimum, le poids moléculaire de PF, il doit être de 80 parce qu'on doit utiliser toutes les chaînes et en même temps, on doit respecter le poids moléculaire des monomères. Donc ici, on aura par exemple un monomère de 40 avec une chaîne de 40 et un deuxième monomère de 40 avec deux chaînes de 20, toutes les deux reliées par un ou plusieurs ponts disulfures intercaténaires. Donc attention, petit piège, on vous parle de ponts disulfures intercaténaires, mais il peut toujours y avoir des ponts disulfures intracaténaires. Donc si jamais vous avez un item où il y a par exemple, comme ici, un monomère de 40 avec une chaîne de 40, si on vous demande est-ce que cette chaîne peut posséder des ponts disulfures tout simplement, la réponse est vraie, parce qu'on ne sait pas si cette chaîne, elle a des ponts intracaténaires ou pas. Donc attention, toujours penser aux ponts disulfures intracaténaires. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à la résolution des items. Donc les protéines PE et PF peuvent avoir le même poids moléculaire. Donc là, vraiment, ça se fait par tâtonnement. Il faut généralement, quand on a ce genre d'item, c'est que c'est vrai. Donc il faut vraiment essayer de trouver une combinaison des monomères qui va nous permettre en fait d'avoir le même poids moléculaire pour la protéine PE et pour la protéine PF. Donc ici, si on prend un poids moléculaire égal à 320, on peut voir qu'on peut mettre un monomère de 100, un monomère de 80, un monomère de 40 pour utiliser au moins chaque monomère une fois. Et ensuite, si on rajoute un quatrième monomère de 100, ça nous fait 320. Donc là, on peut remplir les chaînes, les mettre dans les monomères. Donc ici, au niveau de 100, on aura 5 chaînes. Au niveau de 80, on aura 4. Le monomère de 40 possédera 2 chaînes et celui de 100, il possédera 50. Donc tous reliés par des ponts disulfures. Si on prend le même poids moléculaire pour PF, on peut déduire qu'on peut avoir 80 monomères de 40, tous contenant deux chaînes, une chaîne de 40 ou deux chaînes de 20 selon les conditions. Et donc on peut voir que la possibilité, l'hypothèse, elle peut avoir lieu. On peut avoir PE est égal à PF. Donc cet item est vrai. Ensuite, item B, la protéine PF peut être monomérique. Donc là, on vient de dire que non. On a un poids moléculaire des chaînes en conditions dénaturantes et réductrices qui est supérieur ou égal à 60 kilodaltons. Au niveau de monomère, on dit que le poids moléculaire il doit être un multiple de 40. Donc la seule combinaison possible, c'est que PF, elle doit être au minimum dimérique, comme j'ai dit, avec un monomère de 40 avec une chaîne de 40, un monomère de 40 avec deux chaînes de 20 reliées par un pont disulfure intercaténaire. Donc cet item est faux. Item C, la protéine PE peut être tétramérique. Là, oui, on ne nous précise pas le poids moléculaire de PE, donc elle peut avoir un quatrième monomère qui peut faire soit 100, soit 80, soit 40 kilodaltons. Donc tous ces cas sont possibles.
Donc item C est vrai. Item D, la protéine PF possède au moins 2 cystéines. Donc ici, PF, on a dit qu'au minimum, elle a 2 monomères de 40. Donc si je mets 2 monomères de 40, je mets une chaîne de 40 dans l'un et 2 chaînes de 20 dans l'autre, reliées par un pont disulfure. Or, un pont disulfure intercaténaire a besoin de 2 cystéines. Donc, au moins 2 cystéines. L'item est vrai. Ensuite, item E, si le poids moléculaire de PE est de 600 kDa, alors elle contient 30 chaînes polypeptidiques. Donc là, il faut arriver à combiner les monomères pour obtenir un poids moléculaire de 60 kDa. Donc ici, on peut prendre l'exemple de, par exemple, 4 monomères de 100, 1 monomère de 80 et 3 monomères de 40. Donc les monomères de 100 seront chacun composés de 5 chaînes de 20 kDa. Les monomères de 80 sont composés de 4 chaînes de 20 kDa. Et les monomères de 40 kDa seront composés de 2 chaînes de 20. Donc, si on fait, on somme toutes les chaînes, on a 5 fois 4, parce qu'on a 5 chaînes de 20 dans 4 monomères de 100, plus 4 chaînes dans un monomère de 80, plus 2 chaînes dans 3 monomères de 40, et ça nous fait 30. Donc, on peut avoir 30 chaînes au total, et l'item E est vrai. Donc, pour le QCM8, c'était A, C, D et E. Voilà pour cette vidéo. On espère que ça vous a un peu aidé à mieux comprendre le principe des électrophorèses monodimensionnelles. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Tuto Santé et on essaiera aussi d'organiser une perm avant vos partiels. Bon courage pour la suite et surtout, gardez espoir, c'est la dernière ligne droite. Vous y êtes presque et bon courage pour la suite. Voilà.